Ravi de vous retrouver sur Arte. Bienvenue dans le Dessous des cartes hebdo, la version longue pour aller plus loin. Aujourd'hui, direction le lac Kivu, l'un des grands lacs d'Afrique à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Paysage somptueux, mais aussi tragique, notamment parce qu'en 1994, lors du génocide des Tutsis par les Hutus rwandais, ces derniers jetèrent dans le lac Kivu certaines de leurs victimes. Plus de 30 années après, la région du Kivu ne connaît toujours pas la paix. La division ethnique Tutsi-Hutu continue de structurer les oppositions régionales, vous allez voir, entre la RDC et le Rwanda surtout, mais en impliquant d'autres pays autour, le Burundi, l'Ouganda, le tout dans une région qui regorge de matières premières stratégiques, coltan, cuivre, or, ce qui est un atout, mais aussi une malédiction. Sortons nos cartes. Pour comprendre pourquoi le Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, est en proie aux guerres depuis plus de 30 ans, commençons par regarder ce que représente la RDC dans son environnement régional, la région des Grands Lacs, au cœur du continent. La RDC est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie. 2,35 millions de kilomètres carrés, plus de la moitié de l'Union européenne. Elle compte quelques 116 millions d'habitants. Bref, un pays immense, difficile à contrôler pour le pouvoir central. Voici la capitale, Kinshasa, excentrée à l'ouest du pays. Les provinces du Nord Kivu, capitale Goma, et du Sud Kivu, capitale Bukavu, se trouvent à plus de 2500 km à l'est. Or, le réseau routier est indigent. À la frontière orientale de l'immense RDC, voici maintenant 3 États de bien moindre dimension. Le Burundi et le Rwanda, des pays de collines de la taille de la Belgique qui comptent chacun 15 millions d'habitants, et l'Ouganda, 53 millions d'habitants pour 240 000 km², la superficie du Royaume-Uni. Ces pays ont en commun d'avoir été colonisés par les Européens au XIXe siècle. Au Rwanda, les Belges ont instauré une catégorisation raciste des populations. Ce pays sera le théâtre du dernier génocide du XXe siècle, le génocide rwandais. Il a bouleversé l'histoire récente de la région. Voyons comment, en remontant au début des années 1990. Au Rwanda, une guerre civile oppose alors deux camps. Celui du président Juvenal Habyarimana et son gouvernement dirigé par les Hutus, 90% de la population à l'époque, et celui de Paul Kagame, le leader du Front patriotique rwandais, mouvement armé de la minorité Tutsi. Les Tutsis ont en effet été chassés du Rwanda, notamment vers l'Ouganda, juste avant l'indépendance en 1962. Kagame veut obtenir par les armes le retour des réfugiés et le partage du pouvoir. En 1993, Habyarimana et Kagame signent un accord de paix. Mais le 6 avril 1994, l'avion qui transportait le président rwandais est abattu. Commence alors le massacre systématique et organisé par le pouvoir extrémiste Hutu des Tutsis du Rwanda. Le génocide, perpétré par l'armée, les milices et leurs compatriotes Hutus, durera 3 mois et fera 800 000 morts. Mi-juillet, Kagame et le FPR prennent le pouvoir à Kigali. Les génocidaires et des civils Hutus fuient vers les pays voisins. Un grand nombre se réfugie au Kivu, à l'est de ce qui est alors le Zaïre, fuyant les forces Tutsis. 1,2 million de Hutus s'entassent alors dans d'immenses camps autour de Goma et de Bukavu notamment. Ces camps de réfugiés deviennent pour Kagame de potentielles bases arrières des forces Hutus pour reconquérir le pouvoir. Les violences entre Tutsis et Hutus s'exportent dès lors dans cette région congolaise, d'autant plus facilement que les populations sont parentes de celles du Rwanda et ont été séparées par des frontières qui datent de la colonisation. Le Rwanda va alors s'ingérer dans la politique congolaise, ce qui entraînera 2 guerres régionales terriblement meurtrières. En 1996-97, la première de ces guerres aboutit au renversement du maréchal Mobutu par son opposant Laurent-Désiré Kabila avec le soutien militaire du Rwanda. De 1998 à 2003, la seconde guerre, appelée la Grande Guerre africaine, oppose cette fois le régime de Kinshasa au Rwanda, devenu ennemi. 8 pays de la région, soutenant l'un ou l'autre camp, y participent. Dans les années qui suivent la fin de cette guerre, le Kivu demeure le théâtre de combats permanents entre d'une part les forces armées de la RDC, alliées aux ex-génocidaires Hutus,
et de l'autre, des groupes rebelles Tutsis présents sur le sol congolais, armés et financés par le Rwanda et par l'Ouganda, au détriment des populations civiles. Fin 2008, l'un de ces groupes Tutsis congolais, le CNDP, va contrôler pendant plusieurs mois une partie du territoire du Nord Kivu autour de la ville de Goma, avant de conclure un accord de paix qui prévoit l'intégration de ces hommes dans l'armée congolaise. Cet accord, signé le 23 mars 2009, sera de courte durée. Printemps 2012, d'anciens membres du groupe fondent le mouvement du 23 mars dit M23. Toujours avec l'appui militaire du Rwanda, ils vont occuper une partie du Nord Kivu et même la ville de Goma pendant 10 jours à l'automne. Un an plus tard, le M23 est finalement vaincu par l'armée congolaise et les milices Hutus avec le soutien de casques bleus de l'ONU. Tandis que les cadres du M23 se réfugient en Ouganda, la région va connaître une période d'accalmie. En 2019, Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré, président depuis 2001, cède la place à Félix Tshisekedi lors d'une élection contestée. Le nouveau chef de l'État congolais se rapproche de son homologue rwandais, Paul Kagame, dans le but d'apaiser les tensions dans l'Est et de mettre fin au conflit. Il mène également une politique de détente avec son voisin ougandais, Yoweri Museveni, qui dirige ce pays sans interruption depuis 1986. Mais quand les deux pays lancent un vaste projet routier reliant le Kivu à l'Ouganda en évitant le Rwanda, puis lorsqu'en 2021, ils signent un accord militaire bilatéral, la situation se tend de nouveau. On l'aura compris, depuis le génocide des Tutsis du Rwanda, les guerres n'ont cessé de ravager le Kivu congolais. Or, cette région, elle regorge de ressources minières, on l'a dit, qui sont devenues stratégiques pour l'économie mondiale, des industries numériques aux énergies renouvelables. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. L'Est congolais est riche de minerais précieux et stratégiques. Étain, or, diamants et 80% des réserves mondiales de colombo-tantalite, le coltan, indispensable à la fabrication des téléphones portables, ordinateurs et consoles, des panneaux solaires et des batteries électriques, parmi bien d'autres utilisations. En soutenant les rébellions Tutsis présentes sur le sol congolais, le Rwanda ne se limite pas à assurer sa sécurité. Il met la main sur une grande partie de la production de ce coltan, qui sera ensuite exporté dans le monde entier depuis son territoire, puis via la Tanzanie et le port de Dar es Salaam. L'Ouganda, pour sa part, exporte à l'étranger une grande partie de l'or produit dans les mines congolaises, en passant par le Kenya et le port de Mombasa. De plus, une partie de l'argent des minerais sert à l'achat d'armes et d'équipements, ce qui permet au M23 de défier les forces armées congolaises notoirement corrompues. Fin 2021, le mouvement reprend les armes et toujours avec l'aide des militaires rwandais de mieux en mieux équipés, il gagne rapidement des territoires face à l'armée congolaise et aux milices alliées. En 2023, avec d'autres groupes rebelles, il se structure en mouvement politique l'Alliance Fleuve Congo, dirigée par l'ancien chef de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Cette alliance affiche désormais son ambition de prendre le pouvoir à Kinshasa. En 2024, le M23 s'empare des mines de coltan de Rubaya. Ces mines, parmi les plus grandes au monde, produisent à elles seules 15 à 30% de la production mondiale de ce minerai. Elle lui assurerait un revenu de 800 000 $ par mois. Cette mainmise a permis aux exportations rwandaises de coltan d'exploser dans les mois qui ont suivi. Début 2025, au nord du lac Kivu, la ville de Goma, avec ses 2 millions d'habitants, passe à nouveau sous contrôle du M23, puis c'est le tour de Bukavu, au sud. Continuant leur avancée vers le sud en direction du Burundi, les rebelles occupent fin 2025 un territoire presque aussi étendu que le Rwanda, au prix de milliers de morts et de centaines de milliers de déplacés. Prochain objectif, l'ancienne province du Katanga et ses immenses mines de cuivre et de cobalt. Parallèlement, alors que les efforts diplomatiques pour arrêter cette nouvelle guerre patinent, Donald Trump va envoyer son conseiller principal pour l'Afrique, Massad Boulos, négocier la paix contre des contrats de construction d'infrastructures et d'exploitation minière pour des entreprises de son cercle proche. L'objectif géopolitique de la Maison-Blanche est de rattraper le retard des États-Unis sur la Chine,
car la Chine est devenue en 20 ans le numéro 1 de l'ensemble du secteur minier de la RDC. Selon certaines estimations, les entreprises chinoises contrôleraient environ les 2 tiers de l'exploitation des mines du pays, des mines exploitées de façon artisanale, souvent dangereuses pour les ouvriers. 4 décembre 2025, Trump réunit en grande pompe Paul Kagame et Félix Tshisekedi pour la signature d'accords de paix qui tiendront à peine une semaine. Washington et Kinshasa signent également un accord de partenariat stratégique offrant aux États-Unis un accès préférentiel aux minerais congolais. Mais début 2026, les mines de Roubaïa sont toujours sous contrôle des combattants du M23 et environ 4000 soldats rwandais se battent sur le sol congolais selon l'ONU. La paix transactionnelle de Trump n'est pour l'instant qu'un mirage. Et on termine en soulignant la montée en puissance du Rwanda. Petit, on l'a vu quand on le compare au géant congolais, mais très habile. Son dirigeant Paul Kagame est longtemps parvenu à promouvoir l'image d'un pays tenu par contraste avec le chaos congolais. Un Rwanda résilient après le génocide, à l'économie florissante, proche de l'Occident. Mais ces dernières années, les accusations de soutien au M23 notamment ont ouvert les yeux sur ce pays qui joue un rôle majeur dans la déstabilisation régionale. Et pour aller plus loin, ce livre du spécialiste de la région, Florent Piton, qui publie aux éditions de la Découverte le génocide des Tutsis du Rwanda. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et puis abonnez-vous pour notre newsletter du samedi. À bientôt.